Mes parents ont qualifié mon projet d'entreprise de transport de fantasme d'homme fauché quand je leur ai demandé 75 000 € pour acheter mes 2 premiers véhicules. Puis, ils ont englouti 840 000 € dans le showroom de meubles importés de ma sœur, son bureau de designer, et son projet d'agrandissement raté. Aujourd'hui, ils exigent que je vende mon entrepôt, pour la sauver. J'ai répondu, sortez. Le premier camion que j'ai jamais possédé, affichait 340 000 km au compteur, quand j'ai signé la carte grise, sur un parking de la route 9. Le vendeur, un homme nommé Pet, qui sentait le café et le gazole à parts égales, m'a dit qu'il tiendrait encore 80 000 km, si je le traitais bien. Je l'ai bien traité. Il a tenu 190 000 km de plus. Ce qui fut suffisant pour rembourser le prêt, et verser un acompte sur un deuxième. Mes parents n'ont jamais vu ce camion. Ils ne sont jamais venus sur le parking. Ils n'ont jamais demandé à monter dedans. Ils ne m'ont jamais regardé le garer en marche arrière, sur mon premier quai de chargement, à 4 heures du matin, un mercredi de janvier, alors qu'il faisait moins 12 degrés et que mes mains tremblaient dans mes gants. Cette semaine-là, j'ai acheté un Atlas routier, dans la station-service en face du concessionnaire. Un rang McNally à spirale, avec une tache de café sur la couverture, laissée par le comptoir. Et j'ai surligné mon premier itinéraire, au marqueur jaune. Une boucle de 550 km, depuis le quartier des entrepôts, jusqu'à une usine à papier de Coloulton, et retour. Cet atlas est resté dans la boîte à gants, de chaque camion que j'ai conduit depuis. 6 ans avant ce matin-là sur la route 9, je m'étais assise à la table de la salle à manger de mes parents, et j'avais demandé 75 000 €. Il y avait 5 personnes dans la pièce. Mon père, Vernon. 63 ans aujourd'hui, mais 57 à l'époque. Agent d'assurance à la retraite, un homme qui avait passé 30 ans, à calculer les risques pour d'autres personnes, et qui était incapable de les calculer, pour ses propres filles. Ma mère, de là. 61 ans aujourd'hui, guichetière de banque à la retraite, qui gérait 2 biens locatifs, et savait exactement ce que valait 1 euro, et où allait chacun d'entre eux. Ma sœur Lette. 36 ans aujourd'hui, 30 alors. Assise en face de moi, les mains croisées, les yeux fixés sur la nappe. Mon oncle Stuart, le frère de Vernon, 59 ans aujourd'hui, qui avait fait la route depuis la côte, parce que Vernon avait dit que c'était un dîner de famille. Et moi, Ramona. 27 ans. Pas de permis poids lourd, pas de contrat, pas de client. Et un business plan, que j'avais rédigé dans un carnet à spirale, pendant 3 semaines de nuit blanche, après mes gardes dans un centre de distribution. Je leur ai dit, que je voulais acheter 2 camions d'occasion, embaucher un chauffeur, et créer une entreprise de transport de marchandises, pour desservir le couloir industriel, entre notre ville et la côte. J'avais identifié les itinéraires, calculé le prix du carburant, répertorié les quais de chargement, et estimé les coûts de lancement, au euro près. Vernon a écouté, les bras croisés. Quand j'ai eu terminé, il a parlé pendant environ 45 secondes, et ce fut suffisant. Une entreprise de transport. Ma fille veut conduire des camions pour gagner sa vie. Tu n'as pas de permis poids lourd. Tu n'as pas de client. Tu n'as pas un seul contrat sur le papier. Tu as un fantasme, qui appartient à un type fauché dans un bar. Pas à une femme de 27 ans, assise à ma table. Qui demande 75 000 €. Ta sœur a un vrai business plan, des fournisseurs à Milan, et un bail pour un showroom, dans un vrai quartier. Ça, c'est une entreprise. Toi, ce que tu as, c'est une carte et un rêve. Je ne financerai pas le fantasme d'un homme fauché. Puis de là à enchaîner, sans même faire de pause, comme si elle avait déjà répété, la seconde moitié du même discours. Ta sœur a de la prestance, Ramona. Elle entre dans une pièce, et les gens la prennent au sérieux. Tu t'es pointé aujourd'hui en chaussures de sécurité, avec de la graisse sur les mains, et tu veux qu'on te fasse un chèque. Je t'aime, mais je ne vais pas faire semblant. Que c'est la même chose. Le showroom de Lette fera la fierté de cette famille. Un camion ne rend personne fier. Lette n'a rien dit. Elle a regardé la nappe, et j'ai observé ses doigts s'enfoncer dans le tissu. Et je me suis dit, même à ce moment-là, qu'elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui voulait un showroom. Elle avait l'air de quelqu'un à qui l'on avait dit qu'elle en aurait un. J'ai quitté la table, sans finir mon café. La tasse était encore à moitié pleine, et la vapeur avait cessé de s'en échapper, au moment où j'ai reculé ma chaise.
Personne n'a rien dit. Personne ne m'a suivi jusqu'à la porte. Let fixait toujours la nappe. De là examinait une tache sur le mur. Vernon parlait déjà à Dela, du bail du showroom de Let, comme si j'avais déjà quitté la pièce, avant même de l'avoir réellement fait. Stuart m'a rattrapé dans l'allée. Il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture, une Honda vieille de 12 ans, avec un seul haut-parleur qui fonctionnait, et un rétroviseur passager, maintenu par du ruban adhésif. « Ton père a tort », a-t-il dit. « Je sais », ai-je répondu. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Acheter le camion, de toute façon. » Il a hoché la tête. Il n'a pas proposé d'argent, et je ne l'aurais pas accepté s'il l'avait fait. Ce hochement de tête m'a suffi. C'est la seule chose que quelqu'un de cette famille m'ait donné ce jour-là, et c'est la seule chose dont j'avais besoin. Ce que mes parents ont donné à Let, à la place, au cours des 4 années suivantes, a atteint un total de 840 000 euros. Ce chiffre n'est pas une estimation. J'ai vu les relevés plus tard, et je vous expliquerai exactement comment je les ai vus, et pourquoi ce total est exact. Un bureau de designer, avec du carrelage italien importé, et un espace d'accueil qui semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture. Des fournisseurs à Milan et à Barcelone, qui exigeaient des commandes minimales, que Let n'a jamais pu atteindre. 2 tentatives d'agrandissement, 2 échecs. Toutes 2 financées par Vernon, qui signait des chèques depuis des comptes dont j'ignorais encore l'existence. Et par-delà, qui transférait de l'argent sans en parler à personne, alors qu'elle aurait dû le faire. 0 bénéfice, en 5 années complètes. Pas un seul trimestre dans le vert. Le showroom était magnifique. Il ressemblait à l'idée que quelqu'un se fait de la réussite, quand on ignore ce que la réussite coûte réellement. J'ai acheté le premier camion, le mardi qui a suivi ce dîner. 340 000 km, la route 9, pète le vendeur, l'Atlas, le marqueur jaune. J'ai obtenu mon permis poids lourd 3 mois plus tard, en révisant pour l'examen théorique pendant mes pauses déjeuner au centre de distribution, et en m'entraînant sur un bahut de location, le week-end. J'ai conduit le premier itinéraire moi-même, 550 km aller-retour, jusqu'à l'usine à papier de Coloulton. Et quand je me suis garé sur le parking à 2 heures du matin, et que j'ai coupé le moteur, je suis resté assise dans la cabine pendant 10 minutes, avec l'Atlas sur le siège passager, et je n'ai appelé personne. Il n'y avait personne à appeler. Ceux qui auraient dû être fiers, investissaient dans du carrelage italien. Ce qui s'est passé ensuite a pris 6 ans, et je vais résumer, car l'histoire ne porte pas sur la croissance de mon entreprise. L'histoire porte sur ce qu'il faisait, pendant que je grandissais. 2e année, j'ai embauché Janelle. Elle a répondu à une annonce Craigslist, que j'avais publiée à 23 h, un mardi soir. Et elle s'est pointée le lendemain matin, en chemise à carreaux et chaussures de sécurité, et a dit, « Je peux conduire n'importe quoi. » C'était vrai. Elle a conduit le 2e camion, pendant que je conduisais le premier. Et pendant 8 mois, il n'y a eu que nous 2 camions, et un tableau de répartition fait de fiches Bristol, punaisé sur un panneau de liège, dans la cuisine de mon appartement. Nous déjeunions sur le haillon du camion qui était garé le plus près du quartier des entrepôts. Et elle n'a jamais demandé si les chèques allaient passer. Elle conduisait, un point c'est tout. 3e année, j'ai trouvé un entrepôt lors d'une vente aux enchères sur saisie, et je l'ai acheté pour 280 000 euros. Financé par un prêteur commercial, qui a examiné mes 2 années de déclaration d'impôt, et a dit que j'étais solvable. J'ai déménagé l'entreprise de mon appartement, vers un bâtiment en béton, avec des quais de chargement, et un bureau aux parois de verre dans un coin. Bureau que j'ai meublé avec une table pliante, et un chargeur de téléphone. À la fin de la 3e année, j'avais 4 camions, 6 employés, et un vrai système de dispatch, qui ne reposait plus sur des fiches en Bristol et un panneau de liège. 4e année, 6 camions. 5e année, 8. 6e année, aujourd'hui, 12 camions, 18 employés, 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Hervé Frecht LLC. L'entrepôt est remboursé. Valeur actuelle, 420 000 euros. J'ai conduit ma mère chez son spécialiste du genou, 3 fois l'année dernière, parce que Vernon refusait de prendre un jour de congé, pour rater son golf. Et j'ai acheté une lampe à 340 euros, au showroom de Let lors de l'inauguration, parce qu'elle avait l'air terrifiée, et que personne d'autre n'achetait rien. J'ai continué à faire acte de présence, parce que maman pleurait, chaque fois que je manquais une fête de famille. Et c'était suffisant pour me garder attaché, à une famille qui avait décidé de ma valeur,
autour d'une table, 6 ans plus tôt. Cela n'aurait pas dû suffire. Mais ça l'était. Il y a 6 mois. Discrètement, et sans faire d'annonce, mon avocate a transféré l'acte de propriété de l'entrepôt, au nom de la LLC. J'avais entendu, du côté de Dela, des commentaires laissant entendre que le showroom de Lett était en difficulté. Je ne savais pas quelle forme prendraient ces difficultés, ni ce que mes parents essaieraient de faire pour y remédier. Mais j'avais passé 6 ans à construire quelque chose sans leur aide, et je voulais m'assurer qu'ils ne puissent pas me le prendre, sans mon consentement. Le transfert à la LLC était une précaution. Il s'est avéré être le document le plus important de toute cette histoire. Si cette histoire vous rappelle la vôtre, si les personnes censées croire en vous en premier vous ont dit que votre projet n'en valait pas la peine, restez sur le coin Reddit. Nous publions des histoires complètes chaque semaine. Le showroom de Lett a fermé 2 mois avant que tout le reste ne se produise. La fermeture a été discrète. Pas d'annonce, pas de liquidation. Le propriétaire a changé les serrures, et le site web a été désactivé. Et ce fut la fin de 5 années, et de chaque euro que mes parents y avaient englouti. Lett m'a appelé une fois, environ une semaine après la fermeture des portes. Elle a prononcé 8 mots, « Je suis désolé de leur avoir tout pris ». Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je n'ai rien dit. Et après quelques secondes, elle a raccroché. Ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé, avant la confrontation. Le propriétaire, cependant, n'en avait pas fini avec l'affaire Lett. Le bail commercial de Lett courait encore sur 14 mois, à 8 400 € par mois, ce qui signifiait que 117 600 € de loyer étaient encore dus sur un showroom fermé. Vernon s'était porté garant personnellement de ce bail, 4 ans plus tôt, lorsque Lett l'avait signé. Cette garantie engageait sa signature, son crédit, sa responsabilité. Le propriétaire a envoyé une mise en demeure formelle à Vernon. Vous avez signé la garantie. Le locataire a fait défaut. Vous devez payer le solde. Vernon n'avait pas cette somme d'argent. Après 5 ans à financer le showroom, son compte retraite affichait 180 000 €. Et les biens locatifs de Dela rapportaient assez pour payer les dépenses courantes, mais rien de plus. Ils avaient besoin d'une grosse somme, rapidement. Et le seul actif de la famille capable de la produire, était un entrepôt sur le couloir industriel, que leur autre fille avait acheté, avec de l'argent qu'il ne lui avait jamais donné. C'est là que Dela a commis son erreur. Elle envoyait un texto à Lett, pour lui dicter ce qu'elle devait dire, le moment venu de me demander l'entrepôt. Elle préparait cette conversation depuis des jours, répétant des scripts, cherchant le meilleur angle d'approche. Dela a tapé, dis-lui que tu la rembourseras, avec les bénéfices du showroom. C'est ça l'argument. Ne mentionne pas le compte familial. Elle l'a transféré à la mauvaise sœur. La liste de contacts classait nos prénoms, à une position d'écart. Et Dela, qui avait passé 30 ans à manipuler l'argent des autres au guichet d'une banque, sans jamais faire une seule erreur de traitement, a tapé sur le mauvais nom. Un contact, une erreur. 30 ans de précision, réduit à néant par la saisie automatique. Je l'ai lu à 15h47, dans mon camion, sur la bande d'arrêt d'urgence de la route 9, de retour d'une confirmation de livraison à l'usine à papier. J'étais assise dans la cabine, la fenêtre entr'ouverte, le moteur au ralenti. Et je fixais un texto, qui ne m'avait jamais été destiné. 2 mots à la fin, que je n'avais jamais entendus auparavant. Compte familial. Je l'ai relu 3 fois. À chaque fois, ces 2 mots me pesaient un peu plus. Compte familial. Personne ne m'avait jamais parlé d'un compte familial. Ni Vernon, ni Dela, ni Lett. En 33 ans passés au sein de cette famille, à travers les fêtes, les remises de diplômes, les enterrements, et ce fameux dîner où l'on m'avait dit que mon rêve ne valait rien. Personne n'avait jamais mentionné l'existence d'un compte familial. J'ai sorti l'atlas de la boîte à gants. Je l'ai ouvert à la première page, celle avec l'itinéraire surligné en jaune, de l'entrepôt jusqu'à Coloulton. J'ai passé mon doigt sur cette ligne, que j'avais parcourue des centaines de fois, en 6 ans. Le papier était devenu doux à force d'être utilisé. Le marqueur jaune commençait à s'effacer sur les bords, mais le tracé était toujours visible. Je suis resté assise, avec l'atlas ouvert sur le siège passager pendant 4 minutes, la route vide devant moi. J'ai failli appeler Dela sur le champ. Mon pouce était sur son nom, et le message transféré brillait toujours sur l'écran. Mais l'atlas était à côté de moi. Le marqueur jaune était encore vif,
sur cet itinéraire que j'avais parcouru, sans avoir vu un seul centime de leur argent. Et j'ai pensé à chaque kilomètre que j'avais avalé sur cette route. À chaque facture que j'avais payée, et à chaque chauffeur que j'avais embauché, avec une trésorerie que j'avais bâtie de rien. J'ai posé le téléphone, et j'ai appelé mon avocate à la place. Il y a un compte familial, dont on ne m'a jamais parlé, ai-je dit. C'est ma grand-mère qui l'a ouvert. Je crois que mon nom y figure. J'ai besoin que vous découvriez ce qui est arrivé à cet argent. Mon avocate m'a demandé de lui transférer la capture d'écran du texto. Je l'ai fait. Elle m'a expliqué qu'elle déposerait une demande de relevé formel auprès de l'institution financière en tant que représentante d'une titulaire de compte nommée. Que c'était la procédure standard et que cela prendrait de 5 à 10 jours ouvrés. J'ai répondu que j'attendrais. 7 jours plus tard, mon avocate m'a appelé. Les dossiers de l'institution financière étaient arrivés. Elle m'a lu le résumé au téléphone. J'étais assise dans mon bureau vitré à l'entrepôt, regardant à travers la vitre Janelle vérifier des manifestes au bureau du dispatch, et j'écoutais. C'était un compte d'investissement conjoint, ouvert par ma grand-mère 15 ans plus tôt. Les deux petites filles étaient désignées comme bénéficiaires, Lette et Ramona. Vernon figurait comme fiduciaire, avec l'autorisation d'effectuer des retraits. Solde initial provisionné, 200 000 euros. Ma grand-mère avait placé cet argent pour nous deux. À parts égales, avec des intentions égales. Les retraits avaient commencé il y a 6 ans. 80 000 euros en mars de la première année. 70 000 euros au mois d'août suivant. 50 000 euros en janvier de l'année d'après. Tous les trois étaient classés sous le motif « investissement commercial ». Tous les trois avaient été virés vers des comptes associés au showroom de Lette. Solde actuel, 0. Chaque euro s'était envolé. 3 retraits sur 3 ans. Et le compte que ma grand-mère avait ouvert, pour ses deux petites filles, était vide. Mon avocate parlait encore, mais j'avais cessé de l'entendre après la première date de retrait. Mars, il y a 6 ans. Le même mois, où je m'étais assise à la table de la salle à manger de mes parents pour demander de l'aide, et où mon père m'avait répondu qu'il ne pouvait pas se le permettre. Le même mois, où il avait qualifié mon projet de fantasme d'homme fauché. Ce même mois-là, il avait effectué le premier retrait sur le compte, et l'avait donné au showroom de Lette. Il m'avait dit qu'il manquait d'argent, alors que le compte était plein. Il y avait puisé, le mois même où il m'avait rejeté. Ma signature n'apparaissait nulle part. Je n'avais jamais été informé du moindre retrait. Vernon avait utilisé son autorité de fiduciaire. Et de là, qui avait passé 30 ans comme guichetière de banque, et comprenait parfaitement le fonctionnement des notifications de compte, s'était assuré que je n'en reçoive jamais aucune. Je suis resté assise dans mon bureau pendant 15 minutes, après la fin de l'appel. L'atlas était dans la boîte à gants de mon camion, sur le parking à l'extérieur. À travers la vitre, je pouvais voir Janelle à son bureau de dispatch, casque sur la tête, en train de coordonner un ramassage pour jeudi, avec un centre de distribution près de la côte. Elle avait été ma première recrue. Quand l'entreprise se résumait à 2 camions, et un panneau de liège dans ma cuisine. Elle avait conduit le 2e camion, et ne m'avait jamais demandé, pas une seule fois, si les chèques allaient passer. Elle se pointait, mettait ses chaussures de sécurité, et conduisait. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'au bureau du dispatch. Le sol de l'entrepôt était en béton sous mes bottes. Les néons bourdonnaient, comme ils le faisaient toujours en fin d'après-midi. J'ai besoin de te dire quelque chose, ai-je dit. Janelle a retiré son casque, et l'a posé sur le bureau. Je lui ai tout raconté. Le compte familial, les retraits. Le premier, effectué le mois même où l'on m'avait refusé le prêt. Le texto que Dela avait envoyé, au mauvais numéro. Janelle a écouté sans m'interrompre, les mains à plat sur le bureau. De la façon dont elle écoute tout, entièrement, et sans en faire un spectacle. Elle n'a pas détourné le regard, et elle n'a pas réagi, avant que je n'ai terminé. Quand j'ai cessé de parler, elle est restée silencieuse un moment. Puis, elle a dit, « Tu as construit ça à partir de rien, et ils t'ont volé pendant que tu le faisais. Les camions sont toujours là. Moi aussi. De quoi as-tu besoin que je fasse ?» Ces 5 mots au milieu, les camions sont toujours là, comptaient plus, que tout ce que mes parents m'avaient dit en 6 ans. Janelle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle ne m'a pas dit qu'elle était désolée. Elle m'a demandé ce dont j'avais besoin. Exactement comme elle le faisait,
depuis le jour où elle avait répondu à une annonce Craigslist, et s'était pointée en chemise à carreaux et chaussures de sécurité. C'était son moment, et c'était suffisant. Mon avocate a rédigé 2 documents. Le premier était une lettre de mise en demeure adressée à Vernon en tant que fiduciaire, exigeant le solde intégral du compte, plus les intérêts légaux, invoquant un manquement à l'obligation fiduciaire, et des retraits non autorisés sur un compte conjoint. Le second était une injonction de cesser et de s'abstenir, ordonnant à Vernon et Delà d'interrompre tout contact, concernant la vente de l'entrepôt, et les avertissant que toute nouvelle demande serait considérée comme du harcèlement. Les 2 documents ont été finalisés, et prêts à être délivrés, dans les 5 jours. J'ai failli rouler jusqu'à chez eux ce soir-là. J'avais laissé le moteur de mon camion tourner sur le parking de l'entrepôt, l'Atlas posé sur le siège passager. Cette adresse où je n'étais pas allé depuis 2 ans, restait ancrée dans ma mémoire, comme un itinéraire que je pouvais encore parcourir à l'aveugle. Mais Janelle m'avait envoyé un texto à 21h, chargement de jeudi confirmé. Route 9, ta préférée. Et je suis resté assise sur le parking. Réalisant que l'entreprise ne s'était pas arrêtée de tourner, parce que mon père m'avait volé. Elle continuait. Les chargements continuaient d'arriver. Les camions continuaient de rouler. Alors, j'ai continué avec eux. Je dois vous dire quelque chose à propos de Lette, car c'est ici que l'histoire bascule. 2 mois plus tôt, quand elle avait appelé et dit « Je suis désolé, je leur ai tout pris », j'avais interprété ça comme un aveu de culpabilité. Celui d'une femme qui avait reçu le moindre euro que mes parents pouvaient rassembler, et qui l'avait dilapidé. Mais après avoir reçu les relevés du compte, j'ai entendu cette phrase différemment. Elle n'avait pas dit « Je suis désolé, j'ai bâti ça ». Elle avait dit « Je leur ai tout pris ». Ce n'était pas une revendication de propriété. C'était une obligation. Elle ne s'excusait pas pour son entreprise. Elle s'excusait d'avoir pris quelque chose, dont elle n'avait jamais voulu. Je me suis souvenu du dîner d'il y a 6 ans. Lette à table, les mains croisées, les yeux fixés sur la nappe. Elle n'avait pas parlé, quand Vernon avait prononcé son discours sur le « fantasme d'homme fauché ». Elle n'avait pas souri, quand Delà avait parlé du fait que le showroom rendrait la famille fière. Elle était restée assise, les doigts enfoncés dans la nappe. Et j'avais remarqué, même à ce moment-là, même à travers ma propre colère, qu'elle ressemblait à quelqu'un qui se préparait à accomplir une corvée. Pas à quelqu'un qui célébrait une opportunité. J'ai appelé la sœur de Janelle, qui avait brièvement travaillé au showroom 2 ans plus tôt, comme vendeuse. Elle a décroché à la 2e sonnerie, et a confirmé ce que je soupçonnais, depuis ce dîner. Lette détestait ça. Elle disait qu'elle voulait enseigner la décoration d'intérieur, au collège communautaire. Elle avait le portfolio pour ça. C'est ton père qui a choisi les fournisseurs, m'a-t-elle expliqué. Il a choisi l'emplacement du showroom. Il a décidé des 2 projets d'agrandissement, et disait à Lette qu'en signer. Quand la première extension a échoué, elle est allée chez tes parents. Et elle lui a dit qu'elle voulait fermer l'entreprise. Et postuler pour un poste d'enseignante. Il a dit non. Il a dit que la famille avait trop investi. Il a dit qu'elle lui ferait honte. L'ironie, c'était ça, Vernon n'avait pas financé la fille en laquelle il croyait. Il avait financé la fille qu'il pouvait contrôler. Lette signerait ce que Vernon mettrait devant elle. Elle accepterait les fournisseurs qu'il choisirait, les plans d'expansion qu'il concevrait, et le bail commercial dont il se porterait personnellement garant. Elle était docile. Moi, je ne l'étais pas. Je m'étais présenté à sa table avec un carnet à spirale, et je lui avais demandé de l'argent pour acheter des camions. Et quand il a dit non, je suis allé acheter les camions de toute façon. C'était ça, le problème. Pas le transport routier, pas le permis poids lourd, pas les chaussures de sécurité, ni la graisse sur mes mains. Le problème, c'était que je n'avais pas besoin de sa permission. Et je l'ai prouvé, le mardi qui a suivi le dîner, quand j'ai signé la carte grise d'un camion qui avait 340 000 km, et que je n'ai plus jamais regardé en arrière vers sa table. Cet argent n'avait jamais été un investissement pour Lette. C'était un monument érigé à la gloire des goûts de Vernon. Construit avec le nom de sa fille sur la porte, et l'héritage de son autre fille dans les murs. Dans les jours qui ont précédé la confrontation, Delà m'a appelé 2 fois. 3 jours avant, puis 2 jours avant. J'ai laissé les 2 appels aller sur répondeur, et je n'ai écouté aucun des messages. Puis, le silence. Quand des parents arrêtent d'appeler après 2 tentatives,
cela signifie qu'il passe de la sollicitation à la visite surprise. Je connaissais le schéma, pour avoir observé Vernon manœuvrer pendant 20 ans, il demandait, puis il insistait, puis il débarquait. Le silence après le deuxième appel signifiait que le débarquement était imminent. J'ai dit à Janelle le lundi après-midi, ils vont venir à l'entrepôt. Elle m'a regardé par-dessus son bureau de dispatch. Quand? Bientôt. J'ai glissé l'atlas dans la poche de ma veste. Il se calait contre mes côtes, comme il le faisait toujours. La reliure à spirale appuyant à travers le tissu. Je pouvais en sentir le poids, qui n'était pas grand-chose, mais qui était suffisant. Si vous suivez cette histoire depuis le premier camion, restez sur le coin Reddit. Chaque semaine, une histoire complète. Mardi après-midi. Je me tenais sur le quai de chargement, en train de vérifier une facture de carburant avec l'un de mes chauffeurs, quand j'ai vu la voiture de Vernon entrer sur le parking de l'entrepôt. Une berline argentée. La même qu'il conduisait depuis 8 ans. La même qu'il prenait pour aller au golf 3 fois par semaine, pendant que moi, je conduisais sa femme chez son spécialiste du genou. De là était sur le siège passager. Elle tenait un dossier sur ses genoux. Ils se sont garés près de la porte sectionnelle, et sont restés assis dans la voiture un moment, avant de descendre. Je les observais, par l'ouverture du quai. Vernon a réajusté son col. De là lui a dit quelque chose, et il a hoché la tête. Il se préparait. Quoi qu'ils aient répété, il le passait en revue une dernière fois. Puis, ils sont sortis, et sont entrés dans l'entrepôt par la porte sectionnelle, comme des gens pénétrant dans un bâtiment sur lequel ils estimaient avoir un droit. L'entrepôt n'était pas un endroit que Vernon avait déjà visité. Il n'avait jamais vu les quais de chargement, la flotte, le bureau du dispatch. Il n'avait jamais marché sur ce sol en béton, où 18 personnes gagnaient leur salaire. Il n'avait jamais levé les yeux vers le plafond, que j'avais rafistolé moi-même 2 fois la première année, parce que je n'avais pas les moyens de payer un entrepreneur. Il voyait tout cela, pour la première fois. Et j'ai vu ses yeux parcourir les camions, les quais, le bureau avec ses parois vitrées, et le logo Hervé Frecht LLC sur la porte. Et je l'ai vu calculer mentalement ce que tout cela valait, pour le classer dans la catégorie des choses, que sa fille rejetée avait construites sans lui. Je suis descendu du quai, et je suis allé à leur rencontre sur le sol de l'entrepôt. Le béton sous mes bottes. 2 camions garés derrière moi. Le bureau vitré sur ma gauche, où Janelle était assise à son bureau. Pas d'invitation à entrer dans le bureau. Pas de chaise proposée. Il faut qu'on parle de l'entrepôt, a dit Vernon. Il avait répété ça. Sa voix était mesurée, sa posture ouverte, ses mains le long du corps, dans cette attitude étudiée de l'homme, qui a décidé de ne pas paraître agressif. Le showroom de Lett est fermé. Il y a un solde à payer sur le bail. Ton entrepôt vaut 420 000 €. Si tu le vends, nous pourrons couvrir le bail, solder les comptes, et aller de l'avant en tant que famille. Non, ai-je dit. Vernon a scié. Il s'attendait à de la résistance, mais pas à une réponse d'un seul mot, sans aucune justification. Il a quand même insisté. Ramona, il ne s'agit pas de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Il s'agit du présent. Ta sœur est dans une mauvaise passe. Ta mère et moi sommes dans une mauvaise passe. Nous te demandons de l'aide. De là a ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des pages imprimées, avec les chiffres du bail de Lett. La clause de garantie surlignée. Le calcul du solde restant dû, entouré au stylo. Elle l'a tendu vers moi, comme si les chiffres même étaient un argument. Comme si me montrer la taille du trou, me donnerait envie de le reboucher. Je n'ai pas pris le dossier. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la capture d'écran du texto transféré par Dela, celui qu'elle m'avait envoyé par erreur, 2 semaines plus tôt. J'ai tourné l'écran, vers eux deux. Dis-lui que tu la rembourseras avec les bénéfices du showroom. C'est ça l'argument. Ne mentionne pas le compte familial. La main de Dela, celle qui tenait le dossier, est retombée le long de son corps. Le dossier est resté dans sa main, mais son bras avait perdu tout ce qui le soutenait. Vernon a regardé le téléphone, puis a regardé Dela. Il n'a pas parlé pendant 3 secondes. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste, et j'en ai sorti le document de création de la LLC. L'acte de propriété de l'entrepôt, transféré 6 mois plus tôt, au nom de Hervé Frecht LLC. Mon nom était sur l'entreprise. Le nom de l'entreprise était sur l'acte.
Le nom de Vernon n'apparaissait nulle part. Même si je voulais vendre cet entrepôt, ai-je dit. Et ce n'est pas le cas. Il n'est pas à mon nom personnel. Il appartient à la LLC. Votre nom n'y figure pas. Vous n'avez aucun droit dessus. Vous n'avez aucune autorité sur lui. Le seul document qui porte votre nom, c'est la garantie du bail de let, et ça, c'est votre problème. Ensuite, j'ai posé la lettre de mise en demeure, sur le capot du camion le plus proche de Vernon. La lettre de mon avocate. Restitution intégrale du solde du compte, plus les intérêts légaux. Remboursement des fonds retirés, sans le consentement d'une titulaire désignée. Injonction de cesser et de s'abstenir, de tout contact ultérieur concernant l'entrepôt, ou tout autre actif de Hervé Frecht LLC. Vernon a attrapé la lettre, de la main droite. Sa main gauche a trouvé le bord d'une chaise pliante, appuyée contre le mur, et s'y est agrippée, ses jointures blanchissant contre l'armature métallique. Sa mâchoire s'est bloquée au milieu d'un mot. Il a lu la lettre, son poids a basculé vers l'arrière, et la chaise a raclé le sol en béton. Il a levé les yeux vers moi, et sa bouche s'est ouverte, fermée, puis ouverte à nouveau. De là a pressé ses deux mains à plat sur son sac à main. Elle a regardé Vernon à 2 reprises, attendant qu'il dise quelque chose. Attendant qu'il arrange la situation. Il n'a rien arrangé. Tu as appelé ça le fantasme d'un homme fauché, ai-je dit. C'était il y a 6 ans. Le même mois où tu as retiré 80 000 € d'un compte à mon nom, pour les donner à Lett. Tu as dit, que tu ne pouvais pas te permettre de m'aider. Tu avais 200 000 € sur un compte que ma grand-mère avait ouvert pour nous deux. Et tu l'as vidé jusqu'au dernier euro. Sur 3 ans. Je n'ai jamais été informé du moindre retrait. Ma signature n'est sur aucun document. La main de Vernon, toujours crispée sur la chaise, tremblait. Tu as tout donné à Lett. Un bureau de designer, des fournisseurs qu'elle n'avait pas les moyens de payer, des projets d'agrandissement qu'elle n'avait pas demandé. Elle n'a jamais voulu de ce showroom, papa. Tu le voulais, parce que les meubles. C'était respectable. Pas les camions. Tu lui as construit une entreprise qu'elle n'avait jamais demandée, avec de l'argent qui était en partie le mien. Et quand ça a coulé, tu as conduit jusqu'à l'entreprise que j'ai bâtie sans toi, et tu m'as demandé de la vendre. Je me suis tourné vers de là. Tu m'as envoyé ce texto, par erreur. Ne mentionne pas le compte familial. Tu étais au courant pour le compte. Tu étais au courant pour les retraits. Tu as passé 30 ans comme guichetière de banque, maman. Tu sais parfaitement. Comment fonctionnent les notifications de compte? Tu as fait en sorte que je n'en reçoive jamais aucune. Le souffle de Dela s'est coupé un instant, audible dans le silence de l'entrepôt. Tu m'as dit qu'un camion ne rendait personne fier. Ces camions, ai-je ajouté, et le geste était superflu, car les camions se dressaient entre nous, et Vernon pouvait lire le nom de l'entreprise sur chaque portière. Il paie 18 salaires. Il transporte des marchandises, sur 6 itinéraires différents. Ils ont fini de payer cet entrepôt, en 4 ans. Ces camions sont la seule entreprise de cette famille, qui n'a pas fait faillite. Vernon a émis un son, la moitié d'un mot. Ramona, je n'ai jamais voulu. Mon avocate a déposé une demande de restitution intégrale du compte, plus les intérêts. C'est la seule conversation financière qu'il y aura entre nous désormais. J'ai pris une grande inspiration. Sortez de mon entrepôt. Ne revenez pas. N'envoyez pas Lett. N'envoie pas maman, avec un dossier. Ne m'appelez pas, pour me parler du showroom, du bail, ou de quoi que ce soit qui porte le nom de Lett. J'en ai fini, d'être la fille qui répond présent. Vous avez choisi. Quelle fille financer? Assumez. Vernon tenait toujours la lettre de mise en demeure. Sa mâchoire s'est contractée une fois de travers. Comme cela arrive, quand quelqu'un essaie de formuler des mots, et que le corps refuse de coopérer. Sa main gauche est montée pour frotter son visage, et y est restée, couvrant ses yeux un instant. Comme un homme essayant d'occulter une pièce, qu'il ne pouvait pas fuir assez vite. Dela a attrapé son bras. Elle a tiré. Il n'a pas résisté. J'ai dit un mot. Sèchement. Sans colère. Sortez. Janelle regardait à travers la vitre du bureau. Un chauffeur nommé Cole était arrivé du quai de chargement 20 secondes plus tôt, et se tenait près de la porte sectionnelle, les clés à la main,
ayant clairement entendu le dernier échange. 2 témoins. Vernon et Dela sont passés devant eux deux, ont franchi la porte sectionnelle, et sont sortis sur le parking. L'entrepôt est devenu silencieux, après leur départ. Les néons bourdonnaient, au-dessus des camions. Je suis resté debout, sur le sol en béton, et j'ai senti l'atlas, dans la poche de ma veste. La reliure à spirale, appuyant contre mes côtes. L'air sentait le gazole, la poussière de ciment, et la légère odeur métallique de la chaîne du quai, qui se balançait encore, depuis la dernière livraison. Janelle est sortie du bureau, et s'est tenue devant la porte vitrée, sans parler. Elle m'a regardé quelques secondes, a hoché la tête une fois, puis est retournée à son bureau. C'était tout ce dont elle avait besoin de faire. Ce hochement de tête était le même que celui que Stuart m'avait fait dans l'allée, il y a 6 ans. Il signifiait la même chose, tu as raison. Je suis là. Et personne n'a besoin d'en rajouter. Je suis resté sur le sol de l'entrepôt, 1 minute de plus, entre les camions, à regarder la porte sectionnelle, par laquelle Vernon et Dela étaient sortis. Ensuite, je suis retourné travailler. Il y avait des manifestes à examiner, une livraison à planifier pour jeudi, et une facture de carburant à signer. Et l'entreprise ne s'est pas arrêtée, juste parce que mes parents venaient de quitter un bâtiment, dans lequel ils n'auraient jamais dû entrer. 3 jours plus tard, Stuart s'est garé sur le parking. Le frère de Vernon. Il est entré dans l'entrepôt, de la façon dont il entre partout, droit devant, et sans faire de chichi. Et il a dit, ton père m'a demandé de venir te raisonner. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré le texto transféré. Ensuite, je lui ai tendu les relevés du compte, compilés par mon avocate. Les 3 retraits, les dates, les montants, le solde à 0. Stuart s'est assis sur une caisse d'expédition, près du bureau du dispatch, et a lu chaque page. Il a pris son temps. 6 minutes, peut-être 7. Janelle l'observait depuis son bureau, mais ne disait rien. Quand il a levé les yeux, son visage avait changé. L'expression avec laquelle il était entré, l'expression de l'oncle raisonnable, l'expression trouvons une solution avait disparu. À la place, il y avait quelque chose de plus silencieux, et de moins confortable. Ton père ne m'a pas parlé du compte, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Stuart a posé les papiers sur la caisse. Il s'est levé, et a réajusté sa veste. Dis-lui que l'entrepôt est dans une LLC, ai-je ajouté. Son nom n'est pas dessus. La seule chose qui porte son nom, c'est la garantie du bail de Lett. C'est son problème. Pas le mien. Stuart a hoché la tête. Il s'est dirigé vers le parking, sans rien dire de plus. Je l'ai regardé à travers la porte sectionnelle, sortir son téléphone, et appeler Vernon. Je ne pouvais pas entendre toute la conversation depuis là où j'étais. Mais j'ai entendu la phrase, qui comptait. Fous-lui la paix, Verne. Tu es en tort. Il est parti. Il n'est pas revenu. Et ce fut la dernière personne, que Vernon envoya à mon entrepôt. 2 semaines après la confrontation, le propriétaire a intenté une action au civil contre Vernon, concernant la garantie du bail. 117 600 €. L'intégralité du solde restant, sur le bail commercial de Lett. Vernon a reçu l'assignation dans sa boîte aux lettres, au sein de la résidence pour seniors, où lui et Dela vivaient. Il s'est tenu dans son allée, en polo de golf. Lisant le document, avec la posture d'un homme qui vient de découvrir, que le sol sur lequel il se tient, n'est pas aussi solide que le béton, de l'entrepôt de sa fille. Il est rentré, et l'a posé sur le comptoir de la cuisine, à côté de la lettre de mise en demeure de mon avocate, pour le solde intégral du compte. 2 documents légaux. Côte à côte, sur ce même comptoir, où lui et Dela prenaient leur petit déjeuner chaque matin. Passif combiné, 317 600 €. Son compte retraite affichait 180 000 €. Il a ouvert l'application calculatrice sur son téléphone. A tapé les chiffres. Fermé l'application. L'a rouverte. Les chiffres n'ont pas changé. Ils n'allaient pas changer. 3 semaines après la confrontation, un samedi soir, Vernon et Dela se sont rendus à leur dîner habituel, au club de la résidence. Ils se sont assis à la table près de la fenêtre, celle qu'ils occupaient depuis 4 ans. Et ont commandé ce qu'ils commandaient toujours. Une voisine nommée Marge, qui me connaissait parce que mes camions livraient tous les jeudis dans le quartier des entrepôts, près de l'usine de plastique de son fils, s'est penchée par-dessus le séparateur de table.
Est-ce vrai, ce que j'ai entendu dire sur Ramona, a-t-elle demandé. Vernon a posé sa fourchette, mais n'a pas répondu. Marge a poursuivi. Et elle ne posait pas la question par curiosité. Elle la posait, parce qu'elle voulait que Vernon s'entende lui-même. Pas qu'il réponde. Cette fille a monté une entreprise de transport à partir de rien. Elle livre à l'usine de mon fils, chaque semaine. Il dit que c'est le transporteur le plus fiable, de tout le couloir industriel. Et vous voulez qu'elle vende son entrepôt, pour couvrir le magasin de meubles de votre autre fille. Elle a regardé Vernon pendant 4 secondes. Puis a regardé de là, pendant 2 de plus. Avant de se tourner vers son assiette, sans attendre de réponse. 2 couples à la table d'à côté, avaient entendu chaque mot. Ils ont terminé leur repas, sans adresser la parole à Vernon au-delà. Ils sont partis, sans dire au revoir. Personne n'a été cruel à ce sujet. Personne n'avait besoin de l'être. Les chaises vides, à la fin de la soirée, ont dit tout ce que les mots n'avaient pas dit. 10 jours après la confrontation, Lette était assise sur son canapé, dans l'appartement où elle avait emménagé après la fermeture du showroom. Les clés du showroom étaient sur le comptoir de sa cuisine. Rendues au propriétaire la semaine précédente. Elle avait son téléphone entre les mains. Elle a ouvert une conversation avec mon nom, et a commencé à taper. Je ne leur ai pas demandé d'eux. Elle a regardé les mots. Ils ne convenaient pas. Elle les a effacés. Elle a tapé de nouveau, tu avais raison à propos d'eux. C'était pire. Elle a effacé. Elle a tapé une 3e fois, je suis désolé pour le compte. Elle a fixé l'écran pendant 40 secondes. Le curseur clignotait, à la fin de la phrase. Elle m'imaginait le lire, puis elle m'imaginait ne pas le lire. Et puis elle m'imaginait le lire, et ne rien répondre, ce qui était pire, que l'une ou l'autre de ces éventualités. Elle a supprimé toute la conversation, a posé le téléphone face contre le coussin du canapé, et a tiré une couverture sur ses genoux. L'appartement était silencieux. Les clés du showroom étaient sur le comptoir. Et le curseur avait cessé de clignoter. Parce qu'il ne restait plus rien sur l'écran, après quoi clignoter. De là m'a appelé une fois, 2 semaines après la confrontation. J'ai vu la notification s'afficher, et j'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle n'a pas laissé de message. L'appel manqué est resté sur mon téléphone, de la façon dont certaines choses restent, quand vous avez déjà entendu tout ce que la personne à l'autre bout du fil pourrait possiblement vous dire. Et que le silence après la sonnerie est la chose la plus honnête qu'il reste entre vous. 8 semaines après l'incident à l'entrepôt. Je roulais sur la route 9, dans le camion le plus récent de la flotte. Le 12e. Mon nom était inscrit sur la porte du conducteur, en petites lettres blanches. Ramona Vega. Hervé Frecht LLC. Je rentrais de l'usine à papier de Coloulton. Même destination, que pour mon premier itinéraire, 6 ans plus tôt. Même autoroute, même sortie, même portion de route, où je m'étais autrefois arrêté sur le bas-côté, pour lire un texto qui ne m'avait jamais été destiné. Et où j'étais resté assise, avec un atlas sur le siège passager, pendant que le moteur tournait au ralenti, et que le monde se réorganisait autour de 2 mots, que je n'avais jamais entendus auparavant. Le comptoir de la cuisine de Vernon avait 2 documents légaux posés dessus, et une application calculatrice, qui donnait la même réponse, peu importe le nombre de fois où il l'ouvrait. Son compte retraite n'allait pas couvrir le passif combiné. Et les conversations que Delà et lui avaient à ce sujet, étaient de celles qui tournent en rond, parce que les mathématiques ne changent pas, peu importe le nombre de fois où l'on tourne autour. L'appartement de Lette avait les clés du showroom sur le comptoir. Et une conversation par texto qui n'existait plus. Parce qu'elle avait effacé chaque version, des excuses qu'elle n'arrivait pas à formuler. Delà ne m'avait pas rappelé. L'appel manqué datant de 2 semaines après la confrontation, était toujours sur mon téléphone. Sans réponse. Et il allait le rester. Je me suis garé sur le parking de l'usine à papier. Sur la même rangée où j'avais garé mon premier camion, il y a 6 ans. Rangée 3, tout au bout, près de la barrière en béton. L'emplacement n'était pas réservé, et personne à l'usine ne se souvenait, quelle place j'avais utilisée lors de cette première course de nuit, quand j'avais 27 ans. Quand le camion avait 340 000 km, et que l'Atlas était flambant neuf. Moi, je m'en souvenais. J'ai coupé le moteur, et je suis resté assise dans la cabine.
Le parking était silencieux, à l'exception d'un chariot élévateur, à l'intérieur du quai de chargement, et du bourdonnement sourd, des machines de l'usine derrière le mur. 6 ans plus tôt, j'étais assise dans cette même rangée, dans un camion que mon père avait refusé de financer. Avec un carnet à spirale sur le siège à côté de moi, et un permis poids lourd, que j'avais décroché 3 mois après ce dîner, où Vernon m'avait dit, que j'avais eu le fantasme d'un homme fauché. Ce camion n'était plus là, désormais. Mis à la retraite à 530 000 km. Vendu à un entrepreneur de la vallée, qui s'en servait toujours, aux dernières nouvelles. L'entreprise, que ce premier camion avait bâtie, elle, n'avait pas disparu. 12 véhicules, 18 employés, un entrepôt entièrement remboursé. Et détenu par une LLC, qui portait mes initiales, et le nom de personne d'autre. J'ai ouvert la boîte à gants, et j'ai sorti l'Atlas. Le même rang McNally. La même tache de café sur la couverture, provenant du comptoir de la station-service, où je l'avais acheté, la semaine où j'avais signé la carte grise du camion numéro 1. La même reliure à spirale, un peu plus lâche aujourd'hui, après 6 ans passés à être ouverte et fermée, et transférée de boîte à gants, en boîte à gants, à travers 4 cabines différentes. Je l'ai ouvert à la première page. Le marqueur jaune était toujours là. S'effaçant sur les bords, mais bien visible. La ligne que j'avais tracée, avec un surligneur bon marché, sur la table d'une station-service. 550 km, une usine à papier à Coloulton. Un itinéraire que j'avais parcouru des centaines de fois depuis. Dans des camions, toujours plus récents, et plus puissants. Sur une route, qui ne changeait jamais. L'Atlas n'était pas au courant du compte familial. Il ignorait tout de la garantie du bail de Vernon. Du texto transféré par erreur de $, ou des excuses inachevées de lettres. L'Atlas ne connaissait que l'itinéraire. Commencer ici, conduire jusque-là, revenir. Il avait fait ça pendant 6 ans, sans demander la permission à personne. Moi aussi. Mon téléphone a vibré. Janelle. Chargement de jeudi confirmé. Route 9. Ta préférée. J'avais failli en dire davantage, à mes parents cet après-midi-là, sur le sol de l'entrepôt. J'avais 6 années de mots, accumulés derrière mes dents. Aiguisés par chaque kilomètre parcouru, sans leur argent. Chaque facture payée, sans leur aide. Et chaque employé embauché, pendant qu'ils vidaient leurs économies, dans un showroom dont l'ET n'avait jamais voulu. Mais l'Atlas était dans ma veste. Les camions étaient derrière moi. Le béton était sous mes bottes. Payé, possédé, et mien. Je n'avais pas besoin de 6 années de phrases. J'avais eu besoin d'un mot. Sortez. J'ai refermé l'Atlas. Je l'ai remis dans la boîte à gants. J'ai démarré le moteur. Il sonnait différemment du premier camion. Plus silencieux, plus propre, plus puissant. Comme devait sonner un 12e camion, après que les 11 premiers, aient prouvé que la route était bien réelle. Mais la route 9 sonnait de la même manière sous les roues. Même bitume. Même légère pente, au kilomètre 67. Même courbe, avant la sortie de l'usine. J'ai quitté le parking, et j'ai tourné vers le sud. L'Atlas était dans la boîte à gants. La route était devant moi. L'entrepôt était derrière moi, verrouillé, éclairé, et en pleine activité. 18 personnes à l'intérieur, qui avaient un emploi, parce qu'une femme de 27 ans, avait acheté un camion que ses parents refusaient de financer. Et l'avait conduit, jusqu'à ce qu'il paie pour le suivant. Et le suivant. Et celui d'après. Si cette histoire vous a accompagné depuis le premier kilomètre, abonnez-vous à Le Coin Reddit et activez la cloche des notifications. Nous sommes là chaque semaine, avec l'histoire complète, de la première course, jusqu'au dernier mot.